Bonjour à toutes, je vous invite à nous faire un petit coucou dans le chat quand vous êtes connectés, comme ça, c'est pour moi le signal que tout fonctionne. J'espère que tout le monde va bien. On est le 1er octobre, ça y est, c'est parti pour un nouveau mois. Alors, je vois Andrea, Amélie, Esther, Angélique, Françoise. Je vois des prénoms s'afficher, c'est que c'est bon, c'est que ça fonctionne. Merci à vous tous d'être ici. On est super ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition du webinaire L'Instant RH par Culture RH, avec aujourd'hui une initiative portée par CoderPad pour discuter du recrutement IT. Je ne vais pas vous spoiler tout de suite, mais on verra un petit peu les grands sujets qui seront abordés pendant cette heure ensemble. Comme d'habitude, je vous le dis à chaque fois, c'est votre webinaire, donc sentez-vous à l'aise, posez des questions, réagissez. Moi, je me ferai votre relais auprès de nos 3 invités du jour à qui je vais donner la parole. Alors, je prends dans l'ordre au hasard. J'ai Nathalie en premier. Nathalie, si tu veux bien nous dire qui tu es, ce que tu fais de beau dans la vie, pourquoi tu es là aujourd'hui. Voilà, dis-nous tout. Oui, du coup, oui, je m'appelle Nathalie, je suis anglaise d'origine, mais je vis dans le sud de la France. Je suis basée à Montpellier depuis une quinzaine d'années. Je travaille chez CoderPad, donc anciennement Coding Game, depuis un peu plus de 6 ans et je suis Senior Content Marketing Manager, ce qui fait beaucoup de mots pour dire que je fais du contenu et que je me spécialise sur les sujets TA, recrutement et notamment recrutement de profils tech. C'est des sujets qui m'intéressent énormément. C'est vraiment quelque chose que j'adore et c'est pour ça que je fais du contenu dessus depuis autant d'années. Et du coup, voilà, j'essaye de prendre la parole et de partager tout ce qu'on a d'utile à partager, notamment le rapport dont on va parler aujourd'hui, pour voilà, contribuer à améliorer les pratiques de recrutement, surtout dans la tech. Top. On adore faire des webinaires avec CoderPad parce qu'il y a toujours plein d'infos, plein de data et ça aide à nourrir aussi l'écosystème, donc c'est trop chouette. Merci à toi, Nathalie. Et on a aussi Tanguy qui est là avec le grand sourire. Il est content d'être là, Tanguy. Je suis toujours content de participer à un webinaire avec toi, Anaïs. Ça, c'est hyper important. Toi, tu sais vraiment comment me parler. Entre hier et aujourd'hui, là, j'apprécie, c'est bien. Continue. Pour me présenter un petit peu, je ne suis pas originaire d'Angleterre, mais j'habite quand même à Montpellier. Et moi, je suis agent de développeur. J'ai commencé comme BizDev, donc commercial pour une solution de sourcing, où je suis resté presque 4 ans. Donc, découvert les recruteurs et leurs cibles, les techs. Et à ce moment-là, j'ai eu envie de m'inspirer du sport et un petit peu de l'art pour inverser la tendance et partir des techs pour aller vers les entreprises. Et c'est pour ça que je suis devenu agent. On aime bien cette nouvelle tendance du métier de recruteur, plutôt dans la posture agent. S'il y a des curieux, peut-être que tu nous expliqueras un petit peu plus après comment tu fonctionnes, ça serait intéressant. Avec plaisir. Donc, top. Et on a donc Éléonore aussi qui est parmi nous. Bonjour Éléonore. Bonjour. Et bien moi je suis chez Dailymotion, donc ça fait 8 ans que je suis chez Daily, avec plusieurs fonctions au sein du service RH. Et là depuis plus d'1 an et demi, je manage l'équipe recrutement. Et donc on a divers sujets sur l'acquisition de talents à partager sur différents types de populations, mais notamment une population tech. Et c'est l'enjeu de ce webinaire. Et on va tout savoir des pratiques de Dailymotion. Moi, je suis trop curieuse. J'ai bien envie de savoir quelles sont les coulisses de Dailymotion que tout le monde connaît. Merci à toi d'être là. Je me garde un peu pour de futures interventions. Ah oui, tu nous donnes pas tout quand même aujourd'hui. Juste de quoi nous informer quand même aujourd'hui, mais pas tout. Trop bien. Mais écoute, merci à toi d'être là aujourd'hui. Est-ce que, Nathalie, tu veux bien nous briefer un petit peu sur l'initiative de CoderPad? Pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? Quel est le point de départ? Et puis, qu'est-ce qu'on promet à notre audience aujourd'hui alors? Oui, pour donner un petit peu de contexte, donc CoderPad, j'essaie de traduire. Donc on mène, c'est ça qu'on dit, on mène une enquête. C'est ça qu'on dit en français. Ouais. Donc, on mène une enquête chaque année auprès des développeurs et des recruteurs et des hiring managers. Donc, toutes les personnes qui sont impliquées dans le recrutement de profils tech et les techs eux-mêmes. Et en fait, on va les interroger sur leur quotidien, leur boulot, l'organisation, leurs défis, ce qui leur pose problème, les tendances, etc.
Et ensuite, on va pouvoir prendre un peu le point de vue recruteur et le point de vue développeur et mettre les deux en contraste pour pouvoir en sortir des tendances, des insights et faire un petit peu nos hypothèses pour l'année à venir. Donc, on fait ça depuis, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est la 7e ou 8e édition. Du coup, c'est un rapport qu'on publie en janvier. Donc là, en janvier 2024, on a publié notre rapport. Là, je me dis que c'est le bon moment de faire le point sur qu'est-ce qu'on avait prédit, qu'est-ce qu'on a raconté, est-ce que ça s'est avéré, est-ce qu'on était loin du compte ou est-ce que finalement, il y a des tendances qui se sont effectivement révélées cette année. Et puis aussi, c'est l'occasion de partager le lancement de l'enquête pour 2025, d'inviter tout le monde à y participer et voilà, de se projeter un petit peu également. Est-ce que ça répond à ta question? C'est parfait et ce que je trouve chouette, c'est qu'on a une fenêtre ouverte, pas seulement côté recruteur, mais surtout côté développeur et ça, c'est super important d'avoir les 2 visions et de les croiser donc trop chouette et j'en profite pour le dire aussi, dans l'onglet, handouts, je vois que l'équipe Culture RH a déjà mis le rapport 2024. Je vois que des personnes ont déjà cliqué donc voilà, vous pouvez aller récupérer, les infos mais restez attentifs parce qu'en fait, tout le contenu de ce webinaire s'appuie sur ce rapport donc Nathalie va nous partager, pas mal de data, d'infos qui ressortent de ce rapport. Et puis l'idée, c'est voilà, de commenter ces grandes lignes avec les visions d'un côté de Tanguy, qui a une vision très large de par sa posture d'agent développeur. Il côtoie des entreprises diverses au quotidien. Et puis la vision un peu plus interne de Léonore avec son quotidien chez Dailymotion. Est-ce qu'on se lance? Est-ce qu'on y va? Est-ce que tu as déjà une première grande ligne à nous partager, Nathalie, pour qu'on se lance déjà? On se met dedans, on y va? On plonge. On est parti. Allez, je spoil un petit peu le temps que tu partages, mais grosso modo, dans les grandes lignes, ce qui ressort, c'est pas mal de sujets autour de l'IA, du remote, de l'évaluation des compétences, notamment de l'évolution des devs en termes de carrière aussi. Alors, plusieurs sujets comme ça. Et je vous pose la question à vous qui êtes en train de nous écouter. Est-ce qu'il y a un sujet où vous dites « Ah, j'ai envie de savoir, j'ai envie d'en savoir un peu plus ?» Dites-nous dans le chat un petit peu ce que vous attendez de ce webinaire, comme ça, en attendant qu'on lance déjà le premier sujet. Mais ça fonctionne, je vois ton écran, Nathalie. Ok, super. Du coup, en gros, on a fait un petit... moi, j'ai fait un petit tri, j'ai identifié des chiffres clés, des choses dont je voulais parler aujourd'hui. Un grand thème, c'était un petit peu, là, on arrive sur la période de planification pour 2025. On pense au budget, on pense aux différents, aux différents domaines d'investissement de temps et d'argent. Donc, on se demande, où est-ce qu'on met nos efforts. Et du coup, j'ai identifié plusieurs thèmes, plusieurs chiffres que je voulais partager. Sans grande surprise, peut-être, je vais commencer par parler de l'IA. En fait, on a déjà posé des questions, du coup, l'année dernière au sujet de l'IA. On en reposera encore cette année parce que c'est vrai que c'est un sujet actuel. J'espère que vous n'en avez pas marre d'en entendre parler. Mais c'est tellement vaste et c'est tellement intéressant quand on commence à creuser un petit peu. Et du coup, un des chiffres que je voulais vous partager, c'est que du coup, pour 2024, un tiers des employeurs ont déclaré avoir pour objectif d'investir dans des outils d'IA. Donc, c'était même le principal investissement envisagé par les entreprises pour cette année, devant la fidélisation des talents, par exemple, ou l'expérience candidat. C'est la première fois qu'on voit que ça ressort aussi haut dans les priorités. Donc aujourd'hui, je me demande combien d'entreprises ont franchi le pas. Est-ce qu'elles continueront sur cette lancée en 2025? Donc c'est un peu la question, c'est un peu qu'est-ce qu'on a vu comme investissement dans l'IA chez les employeurs, chez les entreprises. Ok. Et toi, Tanguy, c'est quelque chose que tu as vu chez tes clients? C'est quelque chose que tu observes ou pas tant que ça? On est obligé d'observer l'IA aujourd'hui. Enfin, de toute façon, il faut s'y mettre. Tu ne peux que l'observer. À un moment ou à un autre. Je suis hyper curieux
de voir quels outils vont être vraiment utilisés, si on a des noms ou autres, et surtout combien ils coûtent, parce que le budget, c'est important. Ce que je vois dans la pratique recrutement, c'est que ça coûte pas forcément très cher. Par contre, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Or, le temps, c'est ce dont on manque en recrutement. Donc, tout ce qui va être utile pour des comptes rendus d'entretien en visio, en appel, trier nos candidatures, rédiger des offres d'emploi, parce que ça prend un petit peu de temps aussi, identifier les bons mots-clés pour nos search quand on fait du sourcing, hyper important. Ça nous fait gagner beaucoup de temps. Et ensuite, tu as des recruteurs, je vais en citer 3-4, qui communiquent sur leur manière d'utiliser l'IA et qui l'adaptent à leur manière de travailler à eux et elles d'ailleurs. Et c'est sûrement là que c'est le plus intéressant, parce que utiliser l'IA de manière généraliste, c'est bien, mais c'est pas ta tâche quotidienne. Aujourd'hui, il y a une personne à laquelle je pense, qui s'appelle Stan Foley, que vous pouvez tous trouver sur LinkedIn, qui lui est RecOps, quelqu'un qui est très, à l'aise avec la tech, on va dire ça comme ça, qui crée des agents IA spécialisés. Donc, typiquement, le dernier, il me semble que c'était pour rédiger des entretiens structurés en 3 secondes. Et ça fait gagner énormément de temps pour le coup. Il y a de la valeur ajoutée. Je vois qui c'est, Stan Foley. Je suis en train de repenser à ça. Je vais vous mettre le nom dans le chat si jamais ça vous intéresse d'aller suivre son profil. Moi, je rejoins un peu ce que tu dis. J'ai l'impression que c'est encore mitigé, mais pour prendre un exemple, là, j'ai rédigé un article pour Culture RH justement sur l'IA dans le recrutement, comment l'IA peut nous aider par rapport à nos biais. Et du coup, pour cet article, j'ai été amenée à interviewer des recruteurs. Et en fait, je pense que Nathalie, tu partageras ce constat, mais j'étais hyper surprise de constater qu'il y a quand même pas mal de recruteurs qui utilisent l'IA. C'est pas forcément très visible, mais non seulement il y en a quand même beaucoup qui l'utilisent, mais en plus qui l'utilisent bien. J'ai trouvé qu'ils l'utilisaient bien parce que à chaque fois que j'ai interviewé des personnes, que ce soit des recruteurs internes, par exemple Vanessa Gossens de VeryUp, qui est sur LinkedIn et qui partage aussi beaucoup de contenu, elle l'utilise vraiment à bon escient, enfin, avec vraiment une prise de conscience autour du fait qu'il y a une manière de l'utiliser, il faut faire attention aux biais, etc. etc. Et de l'autre côté, des recruteurs indépendants comme Fanny Fouquet, par exemple, que je suis sur LinkedIn, pareil, elle avait une ouverture d'esprit sur l'utilisation qui était assez impressionnante. Et c'était ça l'évolution ces dernières années aussi, c'est qu'on en parlait beaucoup avant. On commence à l'utiliser plus, mais j'ai l'impression qu'en plus, les recruteurs l'utilisent plutôt bien. Je pense, Nathalie, tu avais aussi un constat comme ça à nous partager autour de la prise de conscience d'utilisation et tout ça. Oui, et je pense que c'est justement ce genre de contenu, ce genre de personnes qui en parlent de plus en plus, enfin des solutions eux-mêmes ou des individuels, enfin voilà, des professionnels, des influenceurs entre guillemets, mais des personnes qui en parlent et qui prennent la parole et qui montrent un peu comment eux appliquent l'IA à leur processus de recrutement. Je trouve qu'il y a vraiment une prise de conscience de, en fait, ce qu'on peut faire avec l'IA. Moi, je réalise dans mes conversations avec des recruteurs, avec des professionnels, entre l'année dernière, où, pour l'anecdote, on a une phase de test quand on construit l'enquête, et il y avait une question sur est-ce que vous utilisez l'IA et pourquoi faire ? Et sur ce genre d'enquête qui est auprès de presque 20 000 personnes, c'est difficile de laisser des questions ouvertes. Donc, j'avais proposé un drop-down de cas d'utilisation possibles pour qu'ils puissent choisir. Et dans les tests, ce qui revenait, c'est « Ah bon, on peut faire tout ça avec l'IA ?» il n'y avait pas forcément autant de prise de conscience, de connaissance de, en fait, à quoi on peut l'appliquer, à quoi ça peut nous servir. Il y avait quand même encore du flou, et je pense qu'il y en a encore aujourd'hui, honnêtement. Mais je pense qu'on a beaucoup appris cette année et il a fallu un petit peu de temps pour qu'on se lance dans l'expérimentation. Mais je pense que là, on va avoir des changements, peut-être plus d'applications et plus d'investissements parce qu'en fait, on comprend que ça peut nous aider, quoi. Et comment.
Et ça va au-delà des frontières du recrutement. Je voyais même Elisabeth dans le chat qui dit qu'elle avait remarqué qu'un organisme de formation utilisait l'IA pour élaborer ses programmes de formation et leur contenu. Et elle trouve perso que ça prend de la valeur, ça donne de la valeur ajoutée aux formateurs. Et en fait, c'est exactement ça. C'est le même principe pour le recruteur. En fait, le recruteur se permet aussi, s'autorise à se dégager du temps pour allouer de l'énergie sur d'autres tâches. C'est aussi ça l'intérêt. Et on a... Pardon. Non, vas-y. Mais c'est vrai qu'on a aussi posé la question, ceux qui n'utilisaient pas l'IA au travail, pourquoi? Et la méfiance, les politiques internes, ça revenait beaucoup, mais il y avait quand même cette méfiance qui était mentionnée. Et en fait, je me rends compte que plus on comprend, moins on a peur, moins on est méfiant. Et finalement, c'est ça aussi qui fait qu'il y a plus d'utilisation. Le travail d'évangélisation porte ses fruits. Grâce aux influenceurs, LinkedIn. Notamment, entre autres. Wow, grâce à Coderpad aussi. Il y avait un autre sujet complémentaire à l'IA, c'était le sujet du remote, si je ne me trompe pas, qui revient. Alors forcément, le remote, c'est le sujet. Alors, le télétravail, pour ceux qui ne sont pas forcément adeptes des anglicismes, mais c'est vraiment le sujet depuis Covid, on ne va pas se mentir, hein, c'est quand même depuis le Covid. Tu as plein de choses à nous partager aussi sur ça, Nathalie. Donc, en fait, on a au-delà d'avoir un chiffre sur qui fait du télétravail, qui fait du hybride, etc., je voulais partager que c'est aussi c'est à la fois une priorité en termes de recherche d'emploi et à la fois quand même une source de difficulté pour certains développeurs. Là, on a 10,9, 11%, on va dire, qui disent que c'est même l'un des aspects les plus difficiles de leur boulot. C'est cette gestion entre télétravail, hybride, enfin une organisation de travail. Et du coup, la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, les employeurs continuent d'investir pour rendre le travail à distance, le travail hybride plus fluide? Donc, je pense à des outils, des process, des formations, une meilleure communication. Mais je pense que c'est quelque chose qui est toujours d'actualité, qui a toujours besoin d'attention. Et voilà, à moins qu'on revienne tous en 100% présentiel, comme le voudraient certains très, très, très gros de la tech. On dira pas qui. Amazon. Mais ça m'étonnerait très fort qu'on en arrive là. Et du coup, pour moi, c'était encore un domaine d'attention pour cette année. Et alors ça, c'est un gros challenge. Alors pour répondre à ce gros challenge, j'aimerais bien peut-être que Tanguy et peut-être même Éléonore, d'abord, en tout premier lieu, tu nous partages un peu les clés selon toi et ce que d'ailleurs vous-même vous appliquez chez Dailymotion sur le sujet du remote. Tu as des choses à nous partager ? Oui, pour moi, la clé, le maître mot, c'est la communication. Tu l'as dit, Nathalie. À la fois sur les aspects opérationnels purs, mais aussi sur le côté informel, parce que dans ce monde hybride, le challenge, c'est de communiquer correctement, oui, sur les projets, sur les sujets purement opérationnels pour pouvoir les faire avancer, mais comment on conserve la notion de lien humain dans un monde où, parce qu'au-delà de remote ou présentiel, en fait, on n'est pas vraiment dans cette polarité. On est dans un monde hybride où il y a des personnes, en général, on n'est pas full remote ou full télétravail. Enfin, ça arrive encore, mais je pense qu'aujourd'hui, la majorité des personnes se situent au milieu, avec pas forcément des jours fixes de présentiel ou de télétravail. Selon les équipes, chez Daily, on a des équipes où les jours sont fixes et puis des équipes où c'est plus flexible. Donc, comment est-ce que dans ce monde-là, on garde quand même la notion de l'humain ? On ne va pas se réunir que pour se parler des sujets opérationnels parce que du coup, quels sont les SaaS créés pour la créativité, dédiés à la créativité, où on est un peu la fameuse machine à café, où on échange sur les découvertes qu'on a faites et puis ça peut peut-être nous amener à penser à quelque chose. Donc, voilà, communication, maître mot, ça passe par plusieurs niveaux. D'abord, c'est au niveau de l'entreprise pour établir des règles communes
sur comment est-ce que on gère le télétravail. Donc, par exemple, informer ses collègues sur notre situation géographique, présentielle ou distancielle aujourd'hui, et sur quelle time zone, parce que selon les entreprises, on a aussi ce sujet de « Ah bah non, aujourd'hui, je suis à New York, donc en fait, je t'ai pas répondu parce que j'ai 6 heures de décalage. » Donc, tout simplement, chez nous, ça passe par un petit smiley ou un émoticône sur notre statut Slack pour informer de où est-ce qu'on est et si on est en présentiel ou pas, sur un bureau ou pas. Et puis créer des moments de partage humain, des moments de rencontre aussi, donc les fameux événements d'entreprise, ça c'est au niveau de l'entreprise. Après, ça passe par le manager aussi. Il a un rôle clé dans le fait de maintenir du lien au quotidien dans son équipe, de bien faire circuler les informations à la redescente, mais aussi à la remontée, de bien pouvoir partager du feedback de son équipe plus haut jusqu'à la direction. Et c'est des choses qui existaient déjà avant, c'était déjà son rôle au manager, mais il faut être 2 fois plus vigilant, je pense, dans ce monde hybride à ces sujets-là. Et puis, ça passe par l'équipe elle-même et les collaborateurs, informer, communiquer, proposer des initiatives pour entretenir la vie d'équipe. En fait, le succès de l'hybride, c'est vraiment un jeu d'équipe. Il n'y a pas une personne qui doit porter cette responsabilité. On est tous responsables de son succès. Et puis après, de manière plus concrète, je pourrais vous partager un petit peu, quelques éléments, si ça vous intéresse, de comment est-ce que concrètement en application on le trouve chez Daily. Et peut-être que Tanguy, tu veux d'abord prendre la parole. Écoute, merci de me la donner. Je suis hyper curieux de voir comment ça se traduit dans la vraie On veut vie. tout savoir. Ouais, c'est clair. C'est clair parce que c'est bien, on a tous des grands principes, etc. Mais c'est à un moment, il y a le quotidien, quoi. Et tout revient à ça. Et pour reprendre, en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Eleonore. Moi, je pense que le remote, ça part d'une culture. Tu prends ta culture d'entreprise, tu la définis bien. Est-ce qu'elle est compatible avec le remote ou pas? Et à partir de là, tu t'ouvres au remote ou pas. Tu vois, et ça se juge pas. Par contre, il y a des conséquences. C'est si tu dois être full présentiel parce que c'est full présentiel dans ta culture, ok, mais il y a des conséquences sur le recrutement. Hybride pareil, remote pareil, sur l'organisation, etc. Le vrai mot, comme l'a dit Eleonore, communication, confiance. Moi, je pense qu'il y a professionnalisme aussi. Bizarrement, plus on est professionnel, plus on se fait confiance. Donc les règles dont Eleonore parle, je pense qu'elles sont ultra importantes. C'est-à-dire que notre objectif, c'est ça, et on l'atteint de cette manière. C'est-à-dire, on travaille de cette manière. Voilà. OK pour la flexibilité, tout le monde fait ce qu'il veut, mais il y a des choses qui sont clés. Et tout le monde doit les respecter. C'est presque sacré à ce moment-là. Et à partir du moment où on a un socle, on peut être flexible, mais le socle doit être fort. À l'époque, il y a 5 ans, notre socle, c'était on se voit tous tout le temps, comme ça on sait qu'on travaille. Maintenant, il y a juste d'autres manières. Et on parlera probablement des attentes des devs derrière, le remote. C'est énorme, hein. On a quelques petites stats. Mais Oui, je renvoie la balle à Eleonore d'abord. on les garde pour après les stats. Juste avant, Léonore, que tu rebondisses sur ça, parce que tu disais, Tanguy, qu'il y a la réalité du terrain aussi. Et justement, typiquement, tu vois, là, dans le chat, on a Andrea qui dit pour le télétravail, moi, je suis bien d'accord avec vous, mais comment on fait lorsqu'on est une ESN et qu'on est tributaire des clients? Tu vois? Et bien oui, c'est ça aussi la réalité, c'est que oui, je pense qu'on prend tous conscience qu'il y a une vraie attente sur le remote, mais la réalité du terrain, c'est qu'on est aussi face à des entreprises qui sont encore très réfractaires. Alors, je fais un Ça nous laisse en voix. Non, mais je fais un micro-laïus sur les ESN, parce que c'est un cas particulier. J'ai la chance et l'honneur d'être associé dans une ESN aussi. Avant, dans cette ESN qui s'appelle Ebrig, on recrutait en full remote, il n'y avait aucun problème. Maintenant, on le fait un peu moins. Pourquoi? Parce que justement, les clients, ils sont revenus. Or, nous, on est tout à fait capable de manager, de faire un suivi, de garantir un épanouissement en full remote, mais ce n'est pas forcément le cas du client parce que ça n'est pas sa culture ni sa volonté. Or, quand tu es en ESN, c'est comme si tu manageais 2 fois. Manager une fois, c'est déjà compliqué. Manager 2 fois, surtout quand tu n'as pas la main, donc c'est très aléatoire du côté du client, c'est plus dur.
c'est plus dur, c'est plus dur. Et j'avoue que quand tu es ESN et en général, quand tu es prestataire, tu es tributaire d'un client. Donc, après, il faut être capable de faire changer son client, etc. C'est plus ou moins facile. Et Mais Mayanne les partage marché. aussi ce constat. Elle dit qu'elle est recruteuse dans la tech et les profils tech se plaignent souvent que les clients demandent à venir sur site pour faire du présentéisme. Enfin voilà, on en revient à cette dualité quand tu es tributaire des clients en ESN, c'est assez complexe. Du coup, Léonore, tu voulais peut-être rebondir en nous partageant un petit peu plus de vos pratiques chez Dailymotion pour qu'on voit un petit peu comment... Voilà, du concret, quoi. Concrètement, comment est-ce qu'on réussit à remplir ce défi d'une culture du remote, en fait? C'est pas juste du remote tout seul, c'est la culture autour du remote. J'insiste, au-delà de la culture du remote, c'est le monde hybride. C'est ça qui est, pour moi, encore plus difficile à gérer. C'est quand on n'est pas tous calés sur un seul format. Au niveau des équipes, comme je l'ai dit, il y a des équipes qui décident d'avoir un planning avec des jours fixes pour pouvoir faire des activités ensemble et se retrouver en présentiel. Il y a d'autres équipes qui laissent un peu plus de liberté sur l'organisation des jours parce que leur format de travail et leurs enjeux business le permettent et qu'on peut se permettre d'utiliser différents outils. Donc, comme j'ai dit, il y a le statut Slack pour informer, comme ça on sait si la personne on la trouve à son bureau ou pas et sur quelle time zone pouvoir lui parler. Il y a ce sujet de time zone aussi qui sont différentes selon les bureaux chez nous. Comment pouvoir utiliser ce décalage à notre avantage, c'est-à-dire comment s'en servir pour je quitte mon poste de travail en fin de journée à Paris, j'ai envoyé une question à New York et comme ça la personne va pouvoir la traiter et demain matin quand je reviens à mon poste de travail, je peux reprendre la suite. Donc au final, ce qui peut paraître comme un obstacle, en fait on en fait un avantage. Et ça, c'est ce que le format remote permet. Et puis nous, on a mis en place, au moment de la crise sanitaire, un ensemble de formations à destination des managers et à destination des collaborateurs pour leur donner les clés sur un certain nombre d'enjeux, donc l'organisation du travail, la communication, etc. Notamment, il y a plein de choses en fait qu'on faisait en réunion en direct avant au bureau parce que c'était facile, on venait s'asseoir à côté de la personne et en fait on peut les gérer en asynchrone et donc ces formations nous ont permis aussi de mettre en place de repenser un peu nos formats de travail, de gérer plus de choses en asynchrone, notamment avec l'utilisation des replays pour les personnes qui sont en congé, comme ça c'est plus un frein au fait de pouvoir réaliser une réunion avec un partage d'informations importantes alors que X ou Y personne de l'équipe est en congé. Non, il y a le replay de cette réunion qui est disponible, donc la personne pourra prendre connaissance des informations quand elle sera de retour et être à la page et pas devoir catch-up. Donc l'utilisation des replays de tous les outils qui permettent de travailler en asynchrone, c'est aussi hyper important. Puis après, sur le lien humain, c'est hyper important pour moi, donc j'en reparle, mais c'est de recréer des moments de partage informels, là où, encore une fois, le réflexe, ça va être de mettre une réunion pour se parler d'un sujet opérationnel pur. Oui, mais où est passée la créativité, où est passé le lien humain? Donc, de pouvoir recréer ces moments de partage informel, peut-être dans des contextes un peu plus formels. Je prends l'exemple de ce qu'on fait sur l'équipe recrutement. Il y a le sujet du sourcing qui nécessite à tout le monde de travailler entre guillemets un peu dans son coin, historiquement. En fait, nous on fait des sourcing parties, donc on se réunit tous ensemble pour sourcer donc tous les recruteurs de l'équipe et puis pour tempérer les sourcing parties, parce que le sourcing ça peut être parfois quelque chose d'un peu pas monotone, mais en tout cas assez linéaire comme activité. Pour rythmer cette activité-là, on fait des breaks avec des icebreakers et avec des petites questions
get to know each other, donc apprendre à se connaître en fait, où en amont on aura répondu à c'est quoi ton plat préféré ou quelle est l'habitude la plus folle que tu aies au bureau. Et en fait, comme ça permet à la fois de rythmer les temps de travail, mais aussi d'apprendre à se connaître un petit peu plus, de finalement percevoir les personnes qui sont avec nous et ce qui les caractérise individuellement, alors que on n'a plus forcément accès à ces informations-là de un tel boit du café ou du thé parce qu'on n'est plus au travail au quotidien. Après, ça peut fonctionner aussi en présentiel, ceci dit, ce genre de pratique, parce que y a aussi une ambition peut-être de réconcilier avec le sourcing. Mais ça, c'est un autre débat. Alors, c'est ça. Alors, pour compléter avec les bonnes pratiques que tu nous partages, tu vois, il y a Frédéric qui nous dit elle a les RH dans une petite ESN. Donc, pour donner un exemple complémentaire avant d'avancer sur un autre sujet, mais elle dit que ils ont quand même besoin de voir leurs consultants régulièrement, donc ça c'est vrai, mais ils ont réussi à négocier avec leurs clients 2 jours de présentiel, 3 maximum, ça fonctionne, sauf au début de mission où là, il peut être nécessaire d'être sur place, mais voilà, ils ont trouvé des compromis en fait avec leurs clients. Et elle dit merci le Covid qui nous a grandement aidés pour nos clients réfractaires. En fait, il y a ça aussi. Et moi, je voulais vous partager une petite stat. Ouais, c'est une bonne marge de négociation. Et je voulais vous partager une stat que j'avais vue il n'y a pas longtemps, peut-être en attendant, Nathalie, que tu nous fasses avancer sur le sujet suivant. Mais déjà, en 2022-2023, télétravail, c'était le 2e mot-clé le plus recherché dans le moteur de recherche du site d'emploi de Monster. Mais il faut quand même savoir que en 2021, il est encore que 17e dans le classement. Et maintenant, il est 2e. Donc, c'est pour dire la progression. C'est le 2e mot-clé, quand même, le plus recherché par les candidats sur le job board Monster. Le premier, c'est quoi? C'est salaire? Alors, je sais pas. Faudra demander à Romain Junta, responsable marketing de Monster, parce que j'ai l'info par lui. On appelle bonne Monster. Question. on va appeler Romain. Mais après, on retrouve souvent les top 3, mais bon, ça, elle nous les dira, Nathalie, parce que ça va ressortir dans l'enquête aussi sur les attentes. On va peut-être trouver un semblant de réponse à ta question. Yes, alors, le sujet suivant. Que ce soit le salaire. Moi non plus, je ne serais pas surprise. Le sujet suivant, alors, on est sur quoi? C'est sur le skills-based hiring, c'est ça? Traduction. Traduction. Recrutement basé sur les compétences. Joli. Alors, dis-nous ce qui ressort. Oui, alors, en fait, on a posé la question, on a demandé aux recruteurs s'ils recrutaient des développeurs ayant des parcours non académiques. Donc là, on sous-entend, d'ailleurs, on l'a précisé dans la question, mais c'est-à-dire les profils autodidactes ayant suivi des bootcamps, des formations courtes, intensives, ce genre de choses. Donc là, on a des chiffres qui finalement changent pas beaucoup d'une année à l'autre. En fait, ça a vraiment beaucoup changé 2022. Et depuis 2022, là, 2023, 2024, on voit peu de changements. Donc, on a 40% des recruteurs qui nous disent qu'ils embauchent régulièrement des développeurs ayant des parcours atypiques ou non académiques. 40% qui disent qu'ils le font, mais rarement, et 20% qui ne le font pas. Moi, je comprends, potentiellement, ils exigent un diplôme. Là, un diplôme d'ingénieur ou l'équivalent dans les autres pays. Donc là, aujourd'hui, je me demande si est-ce que les entreprises vont finalement investir dans la mise en place de processus, de formation, de programmes de upskilling. L'upskilling, on en parle beaucoup. Est-ce que ça pourrait faire évoluer ce chiffre ou finalement, est-ce que les 20%, on les gardera à jamais et que ce sera des entreprises qui sont réfractaires et qui ne changeront pas leurs exigences de diplôme? C'est le sujet. Donc, j'aimerais bien savoir ce qu'en pense le panel. Alors, pour récap, 40% des recruteurs disent embaucher régulièrement des profils dits atypiques. Donc, voilà.
Du coup, j'aimerais bien déjà poser la question à l'audience, est-ce que ça vous surprend cette stat? Parce que je sais que Tanguy, lui, ça l'a pas mal surpris. Il va peut-être pouvoir la commenter d'ailleurs, cette statistique. Je t'invite à ouvrir ton micro, peut-être à lancer les hostilités sur ce sujet, parce que je sais que ça t'avait pas mal tiqué. Et puis Éléonore nous dira après ce qu'elle en pense. Et en même temps, je vous pose la question à vous qui êtes en train d'écouter. Est-ce que ça vous surprend en 40% qui disent « Oui, j'embauche régulièrement des profils atypiques dans la tech ». Ouais, alors moi, ça m'a surpris, cette stat, clairement. Alors, dans tout ce que je vais dire, il n'y a aucun jugement. D'ailleurs, quand on se reconvertit, c'est souvent le parcours du combattant, et donc c'est hyper admirable. Mais 40% d'entreprises qui régulièrement, donc quand j'entends régulièrement, j'entends beaucoup. C'est pas une personne sur 23, quoi. Qui embauchent des devs qui sont convertis ou qui n'ont pas de diplôme. Ça me semble énorme. En tout cas, ou alors je n'ai pas croisé ces entreprises. Très souvent, on demande un diplôme ou au moins un socle de compétences théoriques. Et c'est très, très, très souvent ce qui différencie des devs qui sont diplômés, école d'ingé ou pas, de devs qui se reconvertissent, voire qui sont autodidactes. On peut être très bien débrouillard, c'est très bien. Mais le socle des fondamentaux, l'aspect conception, tous les principes que ce soit programmation orientée objet, là on part un petit peu dans le détail de la tech, quoi, mais de programmation fonctionnelle, les design patterns, les structures de données, tout ça, on l'apprend pas en bootcamp, on l'apprend difficilement de manière autodidacte. Or, c'est ce qu'on demande à des gens qui vont concevoir des applis et pas juste qui vont les coder à un moment ou à un autre. Donc 40%, moi je trouve ça énorme, énorme, énorme. Après, je retiens aussi qu'il y en a au moins 60% qui ne le font pas. Donc le diplôme joue toujours un rôle majeur. Je nuance en disant que au fur et à mesure qu'on avance dans notre carrière, qu'on ait un diplôme ou pas, c'est moins important. Pourquoi? Parce que tu as 5 ans d'expérience, bon, tu sais faire le job, tu sais concevoir, que tu aies une licence, rien, un master ou 3 doctorats, eh ben, c'est pas grave. Tu sais faire le travail, on t'embauche pour ta compétence et pas ton diplôme. Par contre, quand tu es en début de carrière, le diplôme, ça reste hyper important. Ah, a priori, Bruno aussi est surpris. Il dit, surtout en France, avec notre culture du diplôme. Alors, la question que je me pose... Je précise parce que je sais que ça, on s'était aussi posé la question dans les conversations précédant ce webinaire. On s'est dit, OK, les chiffres, voilà, c'est une étude internationale, du coup, ça représente quel pays? Donc, la France est le pays le plus représenté dans les chiffres, mais ça reste, c'est 20% des répondants. Donc, ce n'est pas non plus la majorité. Donc, effectivement, il y a bien entendu des nuances géographiques. Là, on est sur les zones les plus représentées, c'est France, Inde et États-Unis. Et après, c'est assez global. Du coup, oui, je pense qu'il y a des nuances, géographiques. Après, moi, quand même, j'ai envie de croire qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui embauchent, en se basant sur les compétences, avec un process d'évaluation des compétences qui est bien établi, qui est bien structuré et qui se base sur des méthodes d'évaluation plus objectives. Et du coup, j'ai envie d'y croire. Peut-être qu'effectivement, en France, c'est un peu moins. Bon, c'est apprendre avec... c'est apprendre pincettes. Avec des pincettes. Ouais. Mais on verra s'il y a une évolution. Peut-être que Éléonore, elle va nous dire, moi, je fais partie des 40%. Hein. Qu'en est-il de Dailymotion? Qu'est-ce que ça t'inspire, toi? Chez Daily, moi, je suis hyper convaincue du skill-based recrutement. Le skill-based recrutement, en plus, c'est pas seulement recruter sur diplôme, pas sur diplôme, sur école, pas sur école. C'est aussi ne pas recruter en essayant de faire un calque de l'expérience précédente. Donc, c'est encore... ça demande encore plus de travail, du coup, d'évangélisation et voilà, parce qu'en fait, c'est un peu le deal qu'on fait finalement. Quand on recrute quelqu'un qui vient nous voir pour un nouveau challenge,
il faut qu'on ait quelque chose de nouveau à lui apporter. On ne peut pas lui dire c'est super, tu vas faire exactement la même chose que ce que tu as fait avant, allez, viens, rejoins-nous. Donc, c'est un peu l'enjeu, parce que c'est l'enjeu pour la personne. Elle vient chercher un nouveau challenge, elle vient apprendre des nouvelles choses, développer ses compétences, peut-être sur des nouveaux univers. Et donc, c'est à nous aussi de donner cette chance. Et donc, c'est aussi cette transaction qu'on fait finalement quand on décide d'une nouvelle collaboration. Il faut qu'on puisse jouer ce jeu-là. Maintenant, pour pouvoir jouer ce jeu-là, il faut pouvoir repérer les compétences de la personne et il faut avoir la structure aussi pour pouvoir les développer derrière. Donc, le temps de former cette personne et repérer exactement lors du process de recrutement, là, c'est des compétences très solides, une base de compétences très solide. Maintenant, il va falloir peut-être développer un petit peu la connaissance technique de cet univers ou de cette industrie. Par exemple, chez nous, l'industrie de la tech, la personne sait très bien analyser de la donnée, n'a pas d'expérience en la tech. Nous, on va prendre ses compétences d'expertise sur la donnée et on va t'apporter la connaissance de la tech. Donc, chez nous, ça passe par quasiment tous les postes et sur toutes les fonctions. On a des cas pratiques, même sur les fonctions RH, même sur les sur d'autres fonctions pas pure engineering. Donc, sur l'engineering, on a des cas d'usage, bien entendu. Et puis au recrutement, nous, on a récemment revu nos templates de job ads et maintenant, il n'y a plus la ligne de formation supérieure. Truc. La consigne, c'est que cette ligne n'apparaît plus dans les job desks. Pour petit pas par petit pas, puis après il y a l'évangélisation auprès du manager, de l'équipe recrutant du coup, parce qu'il y a aussi toutes les personnes qui interviewent, et on développe aussi la connaissance de l'entretien structuré. Et on l'évangélise beaucoup auprès de nos managers. On a revu notre documentation sur le sujet et on commence à l'utiliser sur certains process lorsque les managers souhaitent jouer ce jeu-là. C'est bien parce que ça permet de faire un point avec le sujet suivant, parce qu'on va parler de l'évaluation, justement, des méthodes d'évaluation. Juste pour dire que moi, je trouve ça hyper rassurant. Tu vois, ça rejoint ce que tu disais, Nathalie. Tu disais, j'ai de l'espoir, mais tu vois, une boîte comme Dailymotion qui a cette vision-là, c'est quand même hyper rassurant. Et je vois Andrea qui dit dans le chat, la tendance en France, elle est en train de changer. Certes, lentement, mais ça commence à venir et ça me fait très plaisir. Je suis full convaincue de recruter sur les compétences et la motivation. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais en tout cas, sur les compétences, ça fait plaisir d'entendre un exemple comme ça. Ouais, top. Et super. Bruno aussi qui dit ça fait du bien. Mais je suis tout à fait d'accord. Et je ne sais pas si je peux rajouter quelque chose. Je pense que ça fera un peu le lien avec, effectivement, on va parler d'évaluation des compétences et notamment des soft skills et des hard skills. Et je pense qu'il y a à la fois, en fait, Tanguy, tu parlais de socle commun ou de fondamentaux. Et je pense qu'il y a un peu cette idée que les fondamentaux, on les apprend à l'école et qu'au-delà de ça, on apprend aussi une manière de penser ou des soft skills, des compétences comportementales ou ce genre de choses. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me chiffonne un peu. En fait, on a eu un débat en interne il y a quelques mois et j'ai fait tout un speech sur mon point de vue là-dessus parce qu'en fait, je trouve qu'on fait on fait un peu trop de raccourcis entre un diplôme, un parcours scolaire ou même une expérience de vie comme voyager ou devenir parent, ce genre de choses, et des compétences et notamment des soft skills. Donc, il y en a qui pensent que parce qu'on a fait des études supérieures, on a forcément une très bonne capacité d'apprentissage, de recherche, d'analyse, de gestion du stress peut-être. Aussi, on a voyagé, on est forcément bon communicant, ouvert aux autres, où les parents sont forcément très organisés, très adaptables. Et en fait, non. Enfin, souvent, oui, sûrement. Mais ce sont des compétences que vous pouvez évaluer objectivement pendant le processus de recrutement. Plutôt que de faire des raccourcis qui finalement introduisent beaucoup de biais et voilà, qui peuvent vous porter préjudice, vous amener à faire des erreurs de recrutement tout simplement.
Donc, pour moi, il y a aussi ce côté diplôme. Enfin, voilà, c'est pas équivaut telle compétence technique et telle compétence soft skills, quoi. Et je sais qu'on va un peu plus parler des soft skills. Tu avais des choses à nous partager, je crois même en termes de stats. Oui. Du coup, est-ce que j'ai déjà mon écran? Ça permettra d'annoncer peut-être un débat. Est-ce que les soft skills sont plus importantes que les hard skills? C'est le sujet qui agace parfois. C'est le sujet qui revient. On va faire un vote. Est-ce qu'il faut choisir déjà? C'est ça la question peut-être. Est-ce qu'il faut faire un choix? Je ne sais pas. Alors, je ne pense pas. Mais en tout cas, on a posé la question lors de notre enquête. Et donc, on a trouvé que 78% des développeurs et 81% des recruteurs estiment que les soft skills sont au moins aussi importantes que les hard skills chez les développeurs. Donc, en fait, vous voyez là qu'il y en a qui disent que les soft skills sont plus importantes, moins importantes, aussi importantes. Voilà. Donc, on a fait ce calcul-là. Moi, c'est plutôt un chiffre qui m'a surprise l'année dernière. Je ne doutais pas que les soft skills étaient importants, mais c'est surtout ce côté, il n'y a pas que les RH qui le pensent, en fait. Moi, je m'étais dit, bon, les développeurs, des profils techniques, ils vont accorder beaucoup d'importance aux compétences tech, surtout que ça a beaucoup d'impact sur leur capacité à réaliser leur boulot, voilà, les compétences au sein de l'équipe, etc. Donc, j'étais assez étonnée de voir à quel point, non, ils estiment que c'est aussi important, voire plus. Et voilà, après, aujourd'hui, le défi pour les développeurs, c'est de savoir mettre en avant leurs soft skills. Et pour les recruteurs, comme je disais, c'est de savoir les évaluer de manière objective. Et je pense que ça, ce sera réellement un sujet pour 2025. Alors, il y a Hélène qui commente, je pense que c'est Hélène Lee, je pense reconnaître à ce qu'elle dit, qui dit parce que les devs savent très bien que le code pur et les compétences tech ne sont pas l'alpha et l'oméga dans leur job. Alors, du coup, ça m'amène à poser la question. Allez, je lance la question. Est-ce qu'on hiérarchise? Oui, non. C'est quoi votre point de vue, Tanguy et Léonore, sur le sujet? Je laisse Léonore commencer. Allez. J'allais te... Est-ce que tu avais ton micro activé? Pour moi, il n'est pas question de les hiérarchiser. En fait, il s'agit justement de trouver le juste point où on va pouvoir équilibrer l'évaluation des deux. Et c'est ça que je trouve intéressant parce que les deux se servent mutuellement et on a besoin des deux pour faire un job. Qui dit hard skill ne veut pas forcément dire en plus qu'on s'arrête au niveau technique actuel de la personne. On est à propos de voir ce qu'on va pouvoir développer. Donc, une hard skill seule, si ce n'est pas accompagné d'autres, ce qu'on appelle soft skills à côté, elle va pas pouvoir nous permettre de déplacer les montagnes finalement. Donc, voilà, ça veut dire qu'on mise sur cette hard skill, mais pour pouvoir la développer finalement. Tu veux compléter, Tanguy? Ouais, non, mais alors je suis. Alors ça, moi, je suis tout le temps d'accord avec ce que dit Léonore, mais en même temps, elle a raison, j'y peux rien. Il est tellement pas original, celui-là. Mais hiérarchiser, non, c'est bête. De toute façon, au travail, on a des compétences dures et des compétences molles. Il faut les deux. Voilà, c'est logique. Je pense que cette stat, ce qu'elle exprime, c'est que à la fois, si on a que des hard skills, mais que derrière, on est la pire personne du monde, personne ne veut travailler avec nous. Donc, on n'aura pas de taf, ça c'est sûr. Mais de l'autre côté, je repars sur mon idée des fondamentaux. On peut être hyper sympa, on peut être la meilleure personne du monde pour le coup, mais on ne sait pas coder en TypeScript. Si on cherche un dev TypeScript, dans l'immense majorité des boîtes, même si on peut nuancer ce propos, on n'aura pas le job. Je pense que le fait d'avoir des hard skills, ça nous qualifie pour peut-être avoir le job, ça nous fait passer la première étape. On arrive en finale, et pour remporter cette finale, avoir le taf, là, ce sont les soft skills qui nous le donnent. Donc, nos hard skills, elles peuvent nous faire perdre un job et les soft skills nous permettent de le remporter. Donc, je pense que c'est surtout là-dessus. C'est beau. Moi, j'aurais une question. En fait, on parle de pour être non, c'est pas
je vais pas à l'encontre de ce que vous dites, mais je me dis pour peut-être vous obliger à peut-être pas être d'accord. Moi, je me demande en fait, on parle d'hiérarchisation ou de choix entre soft skills et hard skills, et je suis plutôt d'accord avec vous, il n'y a pas un choix à faire entre les deux, mais je pense quand même dans un processus d'évaluation des compétences, on est quand même obligé d'hiérarchiser, de prioriser les compétences qu'on souhaite évaluer. Qu'est-ce qui est primordial pour le poste, qu'est-ce qui est plutôt nice to have. Est-ce que vous mettrez du coup, est-ce que vous ferez une hiérarchisation soft skills et une hiérarchisation hard skills et ne pas les mettre sur la même échelle, ou est-ce que vous arriverez quand même à les mettre sur la même échelle et à se dire, OK, cette compétence-là, c'est une compétence clé et mélanger soft skills et hard skills du coup? Moi, là, on arrive à un point qui est un peu... Enfin, la corde sensible chez moi, c'est que j'ai de plus en plus tendance à challenger la distinction entre les soft skills et les hard skills. Parce que la frontière est hyper mince. Dans certains rôles, cette soft skill, en fait, c'est une hard skill. Et en fait, si on se dit, cette soft skill, c'est quelque chose qui est essentiel pour le poste, est-ce que finalement, c'est pas une hard skill, en fait? Donc, quand on parle de savoir communiquer comme soft skill, savoir communiquer en fait quand on est dans un rôle de lead tech ou de manager tech, en fait, est-ce que c'est pas juste une hard skill parce que c'est voué à l'échec si on est un manager qui n'a pas cette skill de communication ou d'évangélisation. Donc, c'est là que peut-être que ma limite, en fait, tu viens de placer ma limite pour répondre, c'est qu'en fait, la frontière est trop mince et que cette question de hiérarchie, elle me met pas à l'aise, parce que pour moi, les deux sont intégrés, quoi. C'est ce que dit un peu Andrea dans le chat aussi. Elle dit, il n'y a pas de choix, c'est complémentaire. Imaginons une personne qui ne réussit pas le test technique, mais qui a un potentiel, une envie, qui travaille sur des projets perso à côté, je lui donnerai sa chance, je pense, même s'il n'a pas été validé côté compétences. Alors, oui et non. Ça se fait pour nos recrutements à nous si on a envie. Après, nous, rappelons-nous qu'on est recruteur ou en tout cas intermédiaire et qu'on a des clients en interne. On ne va pas arriver demain devant notre CTO en disant là, Stéphanie et Michel, ils sont pas très bons côté code. Par contre, ils sont sympas. Ils sont motivés. Tu vois, donc prends-les, s'il te plaît. Ça passe rarement. Donc, par contre, je suis tout à fait d'accord avec Léonore. En fait, je pense qu'il n'y a pas de soft skills et de hard skills. Il y a des skills prioritaires et des skills qui sont secondaires ou complémentaires. C'est mieux dit. Il y en a qui vont être hyper prioritaires du côté hard. Typiquement, je sais pas, encore une fois, TypeScript, par exemple. OK, super, parce qu'on en a besoin là maintenant. Et de l'autre côté, des leviers de motivation. Je suis en startup, on est 5, on va parler tous les jours avec nos clients, même si on est dev. Bon, faut que la personne, elle soit hyper orientée produit et qu'elle ait envie de construire. S'il n'y a pas ça, ça s'en va. Et à ce moment-là, se pose la question de l'évaluation. Comment est-ce qu'on évalue des hard skills ou des soft skills? Justement, comment on les évalue? Allez, vous avez 5 minutes top chrono. Je suis là pour vous mettre la pression, moi. Tu avais une stat à nous partager d'ailleurs, Nathalie, peut-être en parallèle. Oui, mon Dieu, mais le temps est passé très très vite. Je me demande si je veux partager... Est-ce que tu veux qu'on aborde l'évaluation brièvement, même si on l'a un peu abordé, ou est-ce qu'on va directement sur les attentes des devs, des techs? Tu es la reine, tu es la queen, c'est toi qui décides. Écoutez, d'un côté, l'évaluation, c'est mon truc parce que évidemment, c'est la spécialité de Coderpad, mais je veux bien écouter l'audience. Si vous avez un avis, dites vite si vous voulez entendre parler d'évaluation ou de attente des devs, parce que c'est vrai que c'est deux sujets hyper intéressants. Je pense qu'on pourra compléter. Que s'il y a de la frustration, évidemment, vous aurez l'accès au rapport et puis vous avez aussi la possibilité de contacter Nathalie. Elle sera ravie, Nathalie, de vous répondre. Et d'ailleurs, je pense partager. Moi, j'ai quelques trucs que j'avais en tête que je ne vais pas pouvoir partager. Donc, je pense que je ferai 1 ou 2 posts LinkedIn. Donc, si vous voulez me suivre sur LinkedIn, si ça vous intéresse, je partagerai quelques ressources que je n'ai pas réussi à partager aujourd'hui et peut-être quelques outils sur l'évaluation surtout. Est-ce qu'il y a des réponses dans le chat ou pas? Eh bien, non. Ça veut dire que ça va vraiment être à toi de décider. Bon, je vais prêcher pour ma paroisse, c'est ça l'expression? Oui, c'est ça. Si, c'est ça. Bon, on va parler évaluation. On va parler évaluation
pour conclure ce webinaire. En plus, il y a plein de choses à dire. Je sais que Tanguy et Léonore, ils ont pas mal de pratiques en plus à partager et même des ressources à partager aussi. Puis c'est un sujet, parce que c'est aussi quelque chose qui est ressorti dans les chiffres, c'est que c'est une des parties qui pose problème, et notamment pour l'évaluation des soft skills. Voilà, c'est pas évident. Moi, je veux juste mentionner entretien structuré à fond les ballons. Mais autrement, je veux bien, voilà, Éléonore et Tanguy, si vous avez des choses à partager, je veux bien. Quelques pratiques clés. Ce que vous mettez en place pour évaluer les compétences, que ce soit soft ou hard, on ne va plus faire de différence. Éléonore en a forcément parce qu'elle est en interne. Donc, elle a un process. Après, moi, je peux parler rapidement des process que je vois chez mes clients, vu que j'en ai pas, je n'en veux pas pour moi. Alors, donc, chez Daily, moi, je suis très, vous l'avez compris, je suis très d'accord avec cette technique de l'entretien structuré pour pouvoir évaluer à la fois soft et hard skill pendant le process, mais au moins ça nous permet d'avoir des points de comparaison réels entre les candidats et bon, je vais pas faire la théorie de l'entretien structuré, mais pour moi ça c'est vraiment une réponse clé. Et après, si on veut pas aller sur la méthode de l'art, de l'entretien structuré qui peut paraître un peu lourd peut-être dans le process, on peut proposer, et c'est ce qu'on fait aussi, une version un peu plus soft en disant voilà, on ne va pas faire forcément ce système de points et pondéré parce que ça peut paraître lourd pour les personnes qui participent au process, mais au moins on va se mettre d'accord sur un set de questions que tu vas devoir poser dans le même ordre sur chaque entretien, et au moins on aura des questions, un cadre d'entretien similaire pour évaluer ses compétences. Après, le test technique, ça j'y crois énormément aussi, et comme je le disais tout à l'heure, sur quasiment tous les métiers, on a des cas pratiques, donc soit des cas maison, après il y a cas maison ou cas live, ça dépend du poste et ça dépend des enjeux du poste et des choses qu'on a à tester. Sur des fonctions plus marketing et sales, c'est des cas plutôt à préparer à la maison. Et ensuite, par contre, il y a toujours un débrief live. S'il y a un cas pratique à la maison, il y a un débrief live parce que nous, ça nous permet aussi de comprendre comment la personne a réfléchi. Peut-être que ce schéma de pensée, nous, on ne l'avait pas envisagé, mais en fait, il est hyper intéressant pour le poste. Et c'est des choses qui se passent vraiment sur les process. C'est pas juste pour faire beau que je vous dis ça aujourd'hui. Et donc, peut-être c'est un schéma de pensée auquel on n'avait pas réfléchi. Et donc, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui va nous apporter d'autres choses et d'autres idées. Et puis, nous aussi, le fait d'avoir ce live débrief, ça nous permet, parce que la personne a investi du temps pour réaliser le test, de lui faire un feedback plus qualitatif aussi. C'est normal, c'est le jeu des entretiens. Très clair. Est-ce que Tanguy, il y a des pratiques qui font écho avec ce que tu vois? Ouais, et puis alors, hyper rapidement, parce que je vois le temps qui défile et je sais qu'il faut qu'on parle un petit peu de l'évaluation avec Nathalie. Sur les soft skills, l'entretien structuré, les questions comportementales, hyper important. De mon côté, en coaching ou en tant qu'agent, j'évalue toujours les leviers de motivation parce que c'est ce qui fait qu'on recrute ou pas quelqu'un. Donc, le secret, c'est écoute active, énormément d'écoute active. On reformule, on se synchronise avec la personne, on questionne, on laisse des blancs. Je vais dropper dans le chat des questions de clarification d'objectifs qu'on utilise en coaching. La première qui est hyper importante pour tout le monde, c'est l'objectif. Le reste, c'est presque un bonus pour l'instant. Et d'aller questionner le pourquoi, qu'est-ce que tu veux faire, ça, ok, pourquoi, etc. Hyper central. Et côté des tech skills, franchement, il y a de tout. Il y a de tout. Là, en ce moment, je travaille avec un client qui a une grosse boîte qui reçoit énormément de candidatures pour ces postes et qui utilise j'allais dire un coding game, pardon, l'ancien nom. En termes de premier filtre, il y a 2 entretiens techniques. Le premier, c'est 2 étapes techniques. Le premier, le test en ligne, qui est assez sélectif parce qu'il y a quand même moins de 10% des gens qui réussissent. Pour ensuite passer à l'étape 2, la discussion technique avec un ou une technique. Donc, c'est hyper utile dans ces cas-là. Oui, tout à fait. Et d'avoir la deuxième, cette
la possibilité d'avoir un entretien en direct et en plus, bon, du coup, avec un outil comme CoderPad Live, c'est dans un IDE, c'est un environnement de développement qu'ils connaissent, ils sont à l'aise et qui a toutes les fonctionnalités et les outils nécessaires pour pouvoir faire leur boulot correctement et pas d'essayer de coder de faire un partage d'écran ou de coder dans un Google Doc, enfin voilà, c'est pas forcément pertinent. Et c'est vrai que du coup, de pouvoir avoir un test technique et de pouvoir compléter ensuite avec un entretien technique, je pense que c'est le Graal. Je veux juste partager un dernier mot parce que du coup, moi, c'est ce que… Et évidemment, je parle des tests techniques et des entretiens de code parce que voilà, c'est ce que fait CoderPad. Mais on a aussi posé la question aux développeurs, du coup, qu'est-ce que vous appréciez comme méthode d'évaluation en fait. Et on était très heureux de voir que effectivement les tests en ligne asynchrones et les tests techniques, les entretiens de code live style pair programming étaient très bien notés. Là où on était plus surpris, c'est que les projets de développement style take home, les projets un peu plus gros, un peu plus longs où voilà, c'est des choses à travailler en asynchrone à la maison. Finalement, ça peut avoir une mauvaise réputation, mais c'était plutôt bien noté de la part des développeurs. Donc, voilà, nous, on s'est dit, OK, c'est pas forcément à écarter. Même pour l'anecdote, nous, on avait intégré ça à notre produit et on s'était dit qu'on allait le dropper parce que c'était pas idéal pour les développeurs, pour les candidats. Finalement, ça dépend vraiment comment vous le faites, mais ça peut être intéressant. Je pense qu'ils apprécient la flexibilité, il y a plus de contexte, c'est vraiment très appliqué au contexte de l'entreprise. Donc voilà, je voulais partager ces petits chiffres avant qu'on se quitte. Surprenant ce dernier élément. Et je voulais aussi vous inviter à participer à l'enquête de cette année, bien évidemment. Mais oui, il y on a aura besoin de retour sans participation de votre part. Donc, Juste, il y a Hélène qui complète ce que tu disais sur les cas à faire à la maison. Où elle dit parce que les devs trouvent ça pertinent pour évaluer, mais relou à faire. C'est des humains. J'adore. Voilà, après, ça résume bien. Comment est-ce qu'on les fait quoi? N'envoyez pas des projets de 12 heures, s'il vous plaît. Donc, du coup, je résume. Là s'affiche l'enquête annuelle pour 2025. On a besoin de… Enfin, je dis on, c'est pas moi, mais CoderPad a besoin de participation pour nourrir et avoir à nouveau de la data comme on vous la présente aujourd'hui. En attendant de vous afficher cette enquête et que vous puissiez participer, quand même, tu nous as un peu teasé les attentes des candidats. Moi, j'aimerais bien quand même savoir, est-ce que le remote se positionne au moins pour conclure ce webinaire, qu'on sache un petit peu, qu'on reparte avec des petites tendances sur les attentes. T'as vu un peu comment je te fais travailler jusqu'au bout? Dernière minute. Alors, moi, je vous dis déjà ce que j'ai avant que ça s'affiche pour vous. Donc, effectivement, le salaire number one, sans surprise. En deuxième, un équilibre pro-perso, un bon équilibre pro-perso. Et le télétravail en troisième position. Là, voilà, vous avez vraiment le détail de ce qui compte le plus pour les développeurs quand ils découvrent une offre d'emploi. Qu'est-ce qu'ils regardent en premier? Ça rejoint les tendances générales, on va dire, même pas que développeurs pour le coup quand même. Là. C'est pas très surprenant, c'est pas très… Mais je pense la tendance qu'on observe. Je fais une mini-mention parce qu'on a parlé d'IA et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas ici, mais qu'on verra peut-être dans l'enquête de l'année prochaine. Je pense que les devs vont de plus en plus s'intéresser à l'approche, la politique utilisation IA chez les employeurs. Donc, je pense que c'est une chose à communiquer dessus pour 2025. Ça serait cool de formaliser ça pour les candidats, je pense. Ok. Très clair. Bon, écoutez, je pense qu'il ne nous reste plus qu'à se donner un petit mot de la fin pour ce webinaire qui a été hyper dense, hyper frustrant aussi, parce que je sais qu'on n'a pas pu aborder tout ce qu'on voulait, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme dirait l'autre. C'est à chaque fois le challenge des webinaires. En tout cas, franchement, merci à vous trois. C'était hyper intéressant, hyper riche. Au vu des réactions dans le chat, j'ai vu qu'il y avait pas mal de réactions, de questions. Je pense qu'on a à peu près balayé toutes les questions, tous les sujets. Marie-Amélie qui dit merci beaucoup, c'était très quali. Merci à vous tous pour votre implication dans le chat, comme à chaque fois. Vous êtes hyper engagés, hyper impliqués. Un petit mot de la fin, un petit mot de conclusion. Nathalie, Léonore, Tanguy, qu'est-ce que vous voudriez nous partager avant de se dire au revoir?
Je veux un autre webinar pour qu'on creuse l'évaluation et les attentes des techs, parce que clairement, il y a de quoi dire. Et bon, Bah, moi, allez, le rendez-vous est pris. je rajouterai une couche sur participer à l'enquête, s'il vous plaît. Ça me fait très plaisir. Et n'hésitez pas, si vous voulez m'ajouter sur LinkedIn, me dire ce que vous en pensez, ça vous paraît pertinent ou pas. Je suis très preneuse de vos retours. Top. Éléonore? Ben moi, merci beaucoup. Merci à tous pour et à toutes pour vos réactions aussi. C'est hyper plaisant de voir que les choses qu'on porte et pour lesquelles on se bat, donc je pense au skill-based recrutement, ça génère des réactions aussi positives et il y a autant d'autres personnes qui portent ces enjeux-là en eux. Donc c'est hyper encourageant. Vous avez refait ma journée. Du coup, je repars avec un grand soleil. Et c'était un vrai plaisir. Bah, trop bien. Écoutez, merci à vous trois. Je vois dans le chat, c'est les réactions similaires aux vôtres. Tout le monde est ravi de ce webinaire. Moi, il me reste à vous dire à très vite, puisque je vous retrouve jeudi pour un nouveau webinaire avec Culture RH. Mais je vous parle surtout celui de la semaine prochaine, mardi prochain. On a un webinaire dédié aux nouvelles mobilités et la QVCT. Alors, je ne vous en dis pas plus. Je vous inviterai à aller sur le lien que Culture RH va vous partager incessamment sous peu. Et puis après, de toute façon, sur l'onglet webinaire de Culture RH, vous avez plein de webinaires, plein d'événements à venir. Vous choisissez les sujets qui vous intéressent. Voilà, vous inscrivez à celui que vous souhaitez voir. Tanguy qui dit « On sera là mardi prochain », mais oui. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Oui, journée. Il est encore... on est encore en pleine journée. Très bonne semaine. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci encore. Merci beaucoup. Merci Anaïs. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir.